Oui, voilà, donc retour dans cette séance. Donc on parlait effectivement voilà, de l'image mentale, des émotions qui y sont liées, et je voulais quand même compléter un petit peu. Alors, euh, j'ai donné un exemple. Alors j'ai plus exactement la source. Bon, c'est pas grave, je donne l'exemple, après ça alimente ou pas vos réflexions en tout cas. L'idée c'est un Américain, je crois que c'était en Australie avec des aborigènes. Voilà, j'ai un petit doute là-dessus, mais on va dire en tout cas euh, des indigènes, des gens qui sont en relation avec bon, une certaine connaissance, on va dire ancienne, et qui construisent des cercles. Donc, a priori, donc on verra ça plus tard dans le livre de Seth. C'est pour ça que moi je fais un lien et que je trouve l'exemple intéressant. Ils font des cercles, je sais plus comment ils appellent ça, de prière ou de réalisation des vœux, bon, quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, c'est l'idée qu'il y a derrière. Et Seth parlera plus tard d'endroits physiques, d'un point de vue géographique, hein, sur la Terre, il y en a plusieurs, où effectivement la création, le passage d'une pensée au monde physique, se fait de manière plus rapide, plus intense. Donc peut-être que à une certaine époque, il y avait justement cette connaissance de savoir qu'à certains endroits, peut-être d'ailleurs aussi qu'on retrouve ça dans les lieux de culte, hein, on n'implantait pas les églises ou les chapelles à n'importe quel endroit. Les géobiologues parlent également hein, de forces particulières à certains endroits géologiques. Donc, bon, tout ça, c'est des notions qui sont liées, qui ne vous parlent pas forcément peut-être, puisqu'on n'en entend pas dans le grand public, en tout cas beaucoup parler. Mais ce que racontait cet Américain, c'est que justement, il était invité par un ami pour, euh, pour venir. C'était une période où il y avait beaucoup de sécheresse au moment où il y était. Et il a dit, est-ce que tu veux bien demain venir m'accompagner pour prier, hein, je crois que c'était le mot qui était là, prier avec moi pour refaire venir la pluie. Donc l'Américain, dans sa pensée, lui, il disait, bon bah, euh, voilà, spontanément, ce qu'on va faire, les Occidentaux, on va dire, on demande à ce que la pluie arrive. Donc il était dans cette logique-là, et puis donc il est arrivé auprès de l'endroit, il a vu le cercle hein, qui était là, donc il a emmené cet aborigène dans ce lieu qui était a priori assez sacré. Il était tellement vieux le lieu que plus personne ne se souvenait qui avait installé ces pierres, ça se transmettait de génération en génération. Et donc il a dit bah écoute oui voilà bah, je commence. Donc l'aborigène est venu se mettre au milieu, je crois qu'il a enlevé ses chaussures, il s'est installé, il a fait quelques pas pour se mettre au milieu du cercle. Ça a duré quelques instants, bon, peut-être une minute, enfin je sais plus voilà exactement, mais c'est vraiment cette notion de quelque chose qui est très très court en tout cas. Et il est ressorti du cercle, et il s'est retourné avec un grand sourire, et il a dit c'est bon, on peut y aller, j'ai faim, est-ce que tu m'accompagnes? Du coup l'ami américain dit mais je pensais que tu avais besoin de mon aide, est-ce que je prie avec toi, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, il y a une cérémonie? Non, non, c'est bon. Euh, je suis simplement allé au milieu du cercle et je me suis mis dans l'émotion de sentir mes pieds marcher dans la boue, hein, de sentir que la pluie était tombée et que il faisait frais et qu'il y avait de la boue sous mes pieds. Et il m'a dit, voilà, c'est bon, cette information a suffi. Et là, l'Américain justement a vraiment compris que cette réflexion-là est complètement inverse avec ce qu'on fait nous habituellement dans nos prières, dans nos demandes. Et comme ça rejoint vraiment dans ce que j'ai compris jusque-là des livres de Seth, ça rejoint le message qui est donné, je vous en parle pour justement alimenter cette réflexion du pouvoir des pensées. L'idée est que on essaie, quand on souhaite mettre en place quelque chose dans sa vie, il vaut mieux se mettre dans l'émotion de j'ai déjà
ce que j'attends dans ma vie, hein, dans quelle émotion je suis, qu'est-ce que ça me fait, comment ça arrive, et donc je me vois après avoir obtenu. Hein. C'est-à-dire que je ne reste pas dans l'énergie de la demande. Je ne suis pas juste en train de dire euh, il me manque ça. Hein. Donc c'est parce que quand on demande, c'est-à-dire qu'on est dans l'énergie d'un manque. Et là, la discussion de l'Américain avec son ami, il disait mais si tu fais ça, c'est-à-dire que tu entretiens ce manque. C'est-à-dire que tu envoies un message à l'univers, voilà, à qui tu veux, tu envoies le message d'un manque. Alors que si tu es dans je suis déjà, j'ai déjà obtenu euh, le, ma demande, hein. Je ne suis pas dans la demande, je suis dans le résultat d'avoir reçu ce que je demande. Là, j'envoie le message à l'univers, voilà, la pluie dans son exemple. Hein. J'ai les pieds mouillés, c'est la pluie. Et donc, c'est comme ça que finalement les choses se mettent en place, parce qu'on a l'émotion qui correspond à un état déjà accompli de finalement ce que nous, on va dire, j'attends dans la vie. Et c'est cette différence fondamentale. Euh, Ça rejoint la discussion tout à l'heure en disant, si je regarde quelqu'un que je considère comme un ennemi ou je ne comprends pas son fonctionnement, avec bienveillance, justement en imaginant une discussion qu'on aurait, où on se comprend, où il va dire, bah oui, effectivement, là j'ai mal réagi, ou là j'ai mal compris, ou là j'ai dit une erreur, etc. On imagine une scène en la vivant la plus précisément possible, avec l'émotion qui correspond, comme si elle était déjà arrivée, eh bien là, il peut se passer quelque chose. Là, la relation change. Voilà, c'est vraiment cet exemple-là dont je voulais vous parler, qui a changé ma vision de cette notion de prière, hein, dont je parlais tout à l'heure, et qui change du coup ma relation que j'ai quotidiennement avec ma vie, avec les autres, avec justement ce que je peux considérer comme des envies ou des manques, en revisitant ça complètement. Je me mets déjà dans l'énergie de dire, voilà, voilà comment je vais être. Donc je visualise ma vie sous le meilleur jour possible, au lieu de passer mon temps à regarder ce qui ne va pas. Et ça change tout dans la demande, dans l'énergie que j'ai déjà tous les jours. Je regarde plutôt le positif dans ma vie plutôt que regarder mes manques. Déjà, ça change mon énergie. Ça, c'est instinctivement, tout le monde comprend ça. Mais de en plus, se projeter dans le futur en disant c'est déjà accompli, c'est vraiment un changement dans la mentalité importante, suffisamment importante pour qu'après se mettent en place plus spontanément toutes les actions qui nous échappent un peu et on ne sait pas exactement comment ça va se mettre en place pour que le résultat arrive. Et là, on est à nouveau dans les livres dont je vous parlais, je crois que c'était la dernière séance. Euh, Ces livres, alors j'ai à nouveau oublié le nom, je suis désolé, Goodhart, je crois. Neville Goodhart, qui parle de la prière, qui parle de différentes choses, et il dit exactement ça. Enfin, alors, exactement. Chaque auteur va avoir une petite distinction, mais en tout cas, on est dans la pratique. Hein. Lui, il parle à chaque fois de visualiser avec l'émotion ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc, en tout cas, voilà, quelques détails près dans la méthode, ça m'a l'air de correspondre complètement. Alors, donc voilà un petit peu différents exemples autour de cette thématique-là, et qui correspondent donc, comme je disais, à ce que Seth explique dans ce paragraphe. Donc là, il vient d'expliquer effectivement qu'ils ont compris l'importance des pensées, ils voient comment ça se met en place, mais que du coup, il est dans cet ajustement un petit peu permanent de faire naître juste les idées, de choisir les idées, hein, comme il disait, avec soin et délicatesse. Donc la phrase suivante, il va préciser un petit peu ce lien qu'il a avec les émotions. Ce qui ne veut pas dire
que nous ne soyons pas spontanés. Hein, c'est des fois un petit peu la réaction de personnes qu'on peut avoir quand on parle de méditation, de prendre un peu du recul sur sa vie, etc. Et du coup, tu vis plus d'émotions, ou tu es plus spontané. Non, c'est pas du tout ça qu'on dit. Non, non. C'est d'avoir un autre lien à ces émotions. Hein. C'est pour ça qu'en début de séance dernière, euh, je, voilà, je me reprends par rapport à ça. C'est pas ne pas vivre le monde avec émotion, c'est juste prendre suffisamment de recul pour ne pas souffrir de choses qu'on traverse. C'est ça le recul qu'on demande. De ne pas être obligé de souffrir au quotidien. Il y a une phrase qui, moi, je trouve très belle dans un texte de yoga qui s'appelle le Yoga Sutra. Donc c'est un des textes fondamentaux du yoga. C'est à peu près autour de Jésus-Christ, à peu près un siècle avant. Ça a été écrit sur une période assez longue. Donc, autour de cette période-là, donc vous voyez qu'il y a quand même plus de 2000 ans. Et il dit ce texte, dans une des phrases, que toute souffrance à venir doit être évitée. Alors c'est ma traduction à moi, puisque c'est écrit en sanskrit, la langue indienne ancienne, alors, qui a des liens avec notre langue européenne. Mais en tout cas, voilà, ma traduction telle que moi je l'ai compris, c'est de se dire que si on peut éviter dans le reste de notre vie de souffrir nous-mêmes de ce qui nous arrive, faisons-le. Hein, c'est ça qui est important. On comprend bien que ça change toute la vie de se dire est-ce que je vis en étant ballotté par la vie, en ayant l'impression de la subir, en souffrant régulièrement parce que j'ai l'impression que ce qui m'arrive est grave et important et ça va être compliqué, etc. Ou est-ce que j'ai ce recul suffisant pour accueillir les bons moments et quand il m'arrive des difficultés, de prendre un peu ce recul, de me dire mais est-ce que c'est grave? Est-ce que vraiment j'ai raison de me mettre dans cet état-là? Et ce qui compte pour moi le plus maintenant à mes yeux, c'est pas ce qu'on vit comme expérience, mais c'est la manière dont on le vit. Et on voit bien que chacun réagit de manière différente à la même expérience. Et le secret, pour moi, le secret. Je sais pas pourquoi je dis ce mot-là, il m'a échappé. Pourquoi je dis secret? Oui, peut-être parce qu'on est un peu dans cette recherche dans la vie. C'est pour ça que j'ai cette idée qui est un peu oui, un secret de qu'est-ce qu'on fout là, hein, dans la vie. Qu'est-ce qu'on est là en train de faire dans notre expérience, hein. Je dis secret aussi parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Donc chacun, il se crée un peu son propre mode d'emploi de comment il a envie de vivre. Donc c'est secret parce que chacun a une réponse différente. Donc mon point de vue, en tout cas, sur cette question de mais pourquoi la vie? Euh, j'ai longtemps eu un regard de biologie sur cette réponse-là. À l'heure actuelle, je me dis mais parce qu'effectivement, on est en train de vivre des expériences pour s'en détacher. Parce qu'on vit des expériences, on comprend à un moment donné que l'on peut s'en détacher. Elles sont importantes de les vivre. Vivons-les, mais vivons-les en sachant que nous ne sommes pas que l'expérience qu'on est en train de traverser. Je ne sais pas si c'est bien clair ces notions-là. Bon, là aussi, on retrouve ça dans le yoga, on retrouve ça dans différents textes, une certaine forme de philosophie, hein, ou même, je crois que c'est dans le bouddhisme, il me semble, où on dit euh, si un problème a une solution, mais pourquoi s'inquiéter? Et si un problème n'a pas de solution, pourquoi s'inquiéter? De toute façon, ça ne changera rien. Donc, de manière générale, pourquoi s'inquiéter dans la vie, hein? Là, c'est la vision, il me semble que c'est le courant bouddhisme sans certitude, qui dit que de toute façon le monde est changeant en permanence, donc tout change, et après, voilà, essayons de prendre les choses de manière la mieux possible, à chaque instant présent, comment j'ai envie de réagir le mieux possible, même face à des situations qui semblent extrêmement compliquées. Et pour moi, on est toujours autour de cette même thématique dont parle Seth, hein, l'image mentale, l'émotion. Est-ce qu'on est spontané ou pas? euh, Comment
comment est-ce on vit cette vie. Donc là, Seth, lui, il a expliqué hein, que voilà, ils gèrent leurs émotions quelque part. Ils le gèrent parce qu'ils les choisissent, leurs pensées, leurs émotions. Donc je rappelle la phrase hein, que j'étais en train de commenter. Ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas spontanés. Ils arrivent à gérer, mais tout en restant spontanés dans leur fonctionnement. Autrement dit, c'est pas une prise de tête, c'est pas, euh, on ne rajoute pas une prise de tête sur quelque chose que l'on souhaite alléger. Hein. Là, c'est là où il y a peut-être une mauvaise compréhension sur la notion de lâcher prise, de prendre du recul dans la vie. Donc, voilà. Eux, ils considèrent qu'ils sont complètement spontanés. Ou, autre exemple, donc, ce qui ne veut pas dire qu'il nous faille délibérer entre telle et telle pensée en nous demandant, avec inquiétude, si l'une d'elles est négative ou destructrice. Hein, donc voilà, c'est pas parce qu'on choisit ces idées que soit on perd la spontanéité, soit on se prend la tête à analyser chaque pensée qui va commencer à naître. Est-ce qu'il faut que je pense ça ou que je pense ça? Là, ça rajouterait quelque chose qui ne va pas dans la démarche de vivre, hein, pas dans cette légèreté de la vie. Il conclut le paragraphe en disant nous avons dépassé tout cela depuis longtemps selon vos termes, hein, puisque toujours cette notion de temps relatif. Donc on peut, autrement dit, en tout cas Seth peut le faire. Donc si lui il peut le faire, il nous a dit plusieurs fois, vous êtes constitué la même conscience que moi, donc vous y arriverez peut-être plus tard si vous n'y arrivez pas aujourd'hui. Vous pouvez rester spontané et ne pas vous prendre la tête sur réfléchir chaque pensée qui traverse votre esprit, tout en choisissant vos pensées pour respecter donc l'étiquette dont il parlait tout à l'heure. De quelque part, de garder des idées qui soient positives, d'émettre des idées positives, de construire. Ils sont dans ce travail collectif également, hein, dont il reparlera plus tard. Je vais poursuivre dans le paragraphe suivant, parce qu'il va un peu plus loin justement dans les exemples, et ça va peut-être mieux éclairer le sujet. Il dit, mais notre structure psychologique nous permet de communiquer de toutes sortes de manières que vous ne connaissez pas. On est toujours bien sûr dans la télépathie, donc dans la communication, les échanges. Et donc là, il dit que eux, leur fonctionnement particulier leur permettent d'utiliser plein de manières de communiquer et qui, pour le moment, ne nous sont pas accessibles. Là, pour le coup, il dit que nous, on ne connaît pas ces manières-là. Il va donner un exemple. Imaginez, par exemple, que vous rencontriez un ami d'enfance oublié depuis longtemps. Vous pouvez avoir très peu de choses en commun aujourd'hui et passer néanmoins une après-midi agréable à discuter de vos anciens camarades et professeurs. Dans l'exemple d'un ancien camarade de classe, par exemple. Donc il y a ce qu'on est aujourd'hui, avec peut-être un écart énorme et que on s'entend plus du tout parce qu'on a évolué de manière très différente, mais le souvenir crée du lien suffisant pour qu'on ait une discussion, un échange, donc peut-être cette sorte de télépathie dont parlait Seth, qui soit agréable, on passe un bon moment, on se rappelle du passé, etc., tout en prenant conscience peut-être en même temps de l'évolution qu'on a vécue chacun de son côté. Donc ça, c'est son exemple. Il dit que de la même manière, quand je rencontre, le mot est entre guillemets, quelqu'un, il arrive que nous ayons peu de choses en commun dans notre, entre guillemets, maintenant. Donc dans ce qu'ils sont en train de vivre, avec une notion de temps qu'ils nous mettent pour nous, qu'on comprenne. Voilà. Donc, eux, là, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de vivre, dans leur maintenant à eux, ils ont très peu de choses en commun. Et qu'il soit plus facile d'établir un rapport sur la base d'une expérience particulière dans une vie passée. Donc là aussi, la notion de vie passée,
comme tout à l'heure j'expliquais, donc c'est une des personnalités qu'il a déjà vécu. Ça peut être finalement du futur, mais dans un temps autre que ce que lui considère comme du maintenant, dans ce qu'il est en train de vivre dans l'expérience. Donc il fait cette similitude en disant que finalement il va pouvoir aller chercher une autre personnalité qui est présente en lui, puisque lui il a accès aux différentes facettes de sa personnalité, pour plus facilement trouver un sujet de discussion ou un lien avec cette autre euh, entité ou personnalité avec qui qu'il rencontre en tout cas et à qui il va faire connaissance. Il dit nous nous sommes peut-être connus en tant que personnes totalement différentes au XIVe siècle par exemple, et nous pouvons avoir une conversation tout à fait agréable autour de cette expérience commune, tout comme vous-même aurez établi un rapport avec votre éventuel camarade d'enfance en évoquant le passé. Donc lui, il va se servir d'une de ses expériences, d'une vie passée ou future, peu importe, pour créer du lien et engager la discussion et parler de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Dans cette situation, nous sommes toutefois parfaitement conscients d'être nous-mêmes. Bon, comme nous, quand on rencontre quelqu'un, on parle de notre enfance, on sait toujours qui nous sommes. L'ascète, quand il dit nous sommes parfaitement conscients de qui nous sommes, il veut dire que, en tant qu'entité, il sait qu'il est une entité parmi plein d'expériences. Il garde ça en tête. Donc il a accès à l'ensemble de ces expériences avec cette notion de lien entre les expériences. Et il va dire justement, donc nous sommes parfaitement conscients d'être nous-mêmes, c'est-à-dire des personnalités multidimensionnelles, donc toutes les différentes dimensions auxquelles notre personnalité a accès ou a eu accès si on parle en termes de temps. Donc des personnalités multidimensionnelles qui ont partagé un environnement plus ou moins commun. Donc là, il citait dans son exemple, par exemple, le XIVe siècle, donc ce serait a priori aussi au même endroit. Donc qui ont partagé un environnement plus ou moins commun à un certain stade de leur existence. Mais tout en sachant que c'est la même personne. C'est des souvenirs communs. Comme je montrais tout à l'heure, là, voilà, je remontre les expériences. Voilà ici, l'entité A avec sa personnalité numéro 4, par exemple, qui rencontre la personnalité numéro 1 de l'entité B à une époque particulière, dans un lieu particulier, avec une relation particulière. Il y en a peut-être un qui était marchand, l'autre qui achetait ses produits. Un qui était parent, l'autre enfant, etc., etc. Mari, femme, frères et sœurs, etc. Ça peut être des liens professionnels très forts, ça peut être des liens familiaux, ça peut être des expériences voilà, associatives, des activités en commun, une rencontre amoureuse, même quelques jours, quelques semaines. Enfin, c'est quelque chose de marquant dans une vie qui va créer en tout cas un lien, une expérience particulière. Donc il fait ce lien effectivement pour nous expliquer que eux, dans leur fonctionnement, eh bien voilà, ils ont ces deux niveaux de conscience de qui ils sont eux-mêmes et de ce qu'ils ont vécu et qui peut servir de lien. Là, j'ai l'image, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de croiser des fois dans la rue quelqu'un, un visage qui m'est connu. Alors, quand c'est que dans un seul sens où la personne n'a pas l'air de reconnaître mon visage, en général, ça s'arrête là et puis voilà, la personne continue son chemin et moi aussi. Mais des fois, ou alors sinon c'est dans d'autres circonstances, peut-être des réunions, des rendez-vous, des choses comme ça, où on a l'occasion de discuter un petit peu, et à un moment donné, la personne dit, mais j'ai l'impression de vous connaître. Ou moi, je vais dire, mais j'ai l'impression de vous connaître, et je sais plus d'où. Et on va essayer ensemble de chercher où est-ce que ça peut être. Donc on va dire, mais est-ce que, je sais pas, vers tel âge, vous étiez à tel endroit? Moi, j'ai fait mes études à tel endroit, donc à peu près dans telles années. Puis après, je suis allé à tel endroit, et puis, bah peut-être, oui, j'ai fait telle activité à tel moment. Et puis jusqu'à ce que, si c'est le cas qu'il y avait un lien,
un moment, l'un de nous qui dit, ah mais oui, mais vous étiez pas à tel endroit, à peu près à tel... Ah bah oui, oui. Ah bah ça doit être là, j'ai fait telle activité. Ah bah voilà, et on retrouve le lien comme ça. Eh bien, ça me fait penser à cette notion d'entité et avec ces différentes personnalités qui vivent des expériences. C'est que des fois, on a vécu, bon, à partir d'un certain âge, on a vécu pas mal d'expériences, on a peut-être un peu déménagé, vécu à différents endroits, on commence à connaître pas mal de monde. Et donc, oui, il y a peut-être des gens qui on était assez proches, ou peut-être pas forcément, mais on a pu vivre une journée à un moment donné, une réunion particulière, une fête avec des amis. Donc, voilà, on reconnaît le visage, on connaît la personne, on a cette expérience stockée en nous quelque part, et peut-être que voilà, quand on se retrouve 30 ans après, on va réussir à refaire ce lien et donc à rediscuter. Et puis ça peut être l'occasion après, bon, bah, voilà, bah, qu'est-ce que tu as fait depuis, d'où t'en es, euh, et à partir du lien commun, d'essayer de voir s'il y a d'autres éléments communs dans nos vies, ou est-ce qu'on a pris des chemins très différents et qu'on n'a plus rien à se dire dans qui nous sommes aujourd'hui. La, voilà, ça me fait vraiment penser à ce que Seth dit de leur expérience, finalement, d'aller chercher quand il rencontre une autre personnalité comme ça. Et donc, c'est ce qu'il dit, voilà, un certain stade de leur existence, en tout cas. Ils ont partagé un environnement. Alors, il précise quand même, parce que la comparaison, visiblement, n'est pas complètement fiable, il dit, comme vous allez le voir, cette comparaison un peu simple ne fonctionne que ponctuellement, car le passé, le présent et le futur n'existent pas réellement en ces termes. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois euh, j'ai corrigé entre guillemets en disant c'est pas forcément des vies passées, ça peut être aussi des vies futures. Bon, des vies présentes, a priori, c'est compliqué de les utiliser puisqu'on est justement en train de, enfin on est dedans, on est dans la personnalité propre. Mais en tout cas, Seth, hein, comme vous le savez, a accès à toutes ces informations. Et donc nous aussi, a priori, si on était plus en contact avec notre moi interne, on aurait aussi accès à nos différentes expériences, à nos différentes vies. Et c'est voilà, ça fait partie un peu des expérimentations auxquelles Seth nous invite justement de participer, de rentrer hein, dans ces expériences. Il va donc un petit peu plus loin dans cette explication. Il vient de mettre ce petit bémol et il précise en effet notre expérience n'inclut pas les divisions temporelles qui vous sont familières. Je rappelle que là, il est quand même au début de son livre, c'est comme les premiers chapitres. J'en profite pour indiquer là que j'ai mis en ligne très récemment un nouveau format de vidéo que je vais normalement développer petit à petit, chapitre par chapitre. Donc là, je viens de mettre le chapitre 1 en ligne. Un format donc autour de 10 minutes, on va dire. Là, même le premier, il fait moins de 10 minutes. De... C'est pas vraiment un résumé, mais en tout cas, c'est un rappel ou une présentation pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, des points qui me semblaient importants de retenir. Et je vais faire donc ce travail-là chapitre par chapitre, sous cette forme résumée, avec bon, ça m'a pris un petit peu de temps, là je suis en train de voir ce format, j'ai beaucoup hésité, de mettre des illustrations visuelles et puis des textes pour accompagner mes propos. Pour essayer d'utiliser les différentes formes, puisque chacun utilise ses cinq sens de manière un petit peu différente. Il y en a qui sont plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres plutôt sur des émotions, des images, d'autres plutôt sur les mots eux-mêmes. Euh, donc j'essaie d'utiliser le maximum de canaux de diffusion pour vous permettre, en plus comme c'est très court comme vidéo, de revenir dessus. Hein. Donc comme ça, il y aura une sorte de résumé du livre qui va se dessiner petit à petit. Voilà. On peut imaginer une dizaine de minutes par chapitre. Il y en a 22, je crois, de mémoire dans cette parle. Donc ça va constituer comme ça une sorte de résumé un petit peu allongé à force.
mais ça vous permet de revenir sur les notions clés, hein. Donc là, par exemple, on est en train de parler du fait que le temps n'existe pas, donc ça fait partie des notions sur lesquelles on va revenir petit à petit. Et donc Seth développe comme ça de chapitre en chapitre. Au début, il donne un peu des grands concepts clés, donc c'est notamment ceux que j'essaie de mettre en avant dans la vidéo dont je viens de parler. Et puis, de chapitre en chapitre, il va compléter, il va aller un petit peu plus loin, au fur et à mesure que nous, on comprend mieux aussi ce qu'il veut dire, même si des fois ça reste compliqué à appréhender. Hein, je rappelle qu'il y a toujours ces deux parties. Il nous demande de comprendre certains éléments, ce qui nous permet de débloquer quelque part notre mode de réflexion, de s'ouvrir à des nouveaux modes de réflexion pour aller plus vers une compréhension intuitive, si les deux mots vont ensemble. En tout cas, de laisser l'intuition euh, guider plus notre rapport au monde, hein, de faire confiance à quelque chose qu'on ne va pas comprendre intellectuellement forcément, mais qu'on accepte en tout cas dans le fonctionnement. Et c'est avec ces changements petit à petit de mentalité, hein, cette ouverture au possible, que peut-être effectivement des liens plus subtils vont se faire et que peut-être nous aurons des expériences qui vont nous conforter dans nous ce qu'on est en train de vivre, hein, tout simplement. Voilà, j'en profitais juste pour rappeler ça, pour dire qu'effectivement, voilà, là il dit que leur expérience n'inclut pas les divisions temporelles telles que nous les connaissons, et que c'est expliqué dans d'autres vidéos par ailleurs, ou d'autres séances que j'ai déjà fait de guidage de lecture précédent, bien entendu. Il continue en disant, nous avons beaucoup plus d'amis et d'associés que vous. Ah, donc je n'y reviens pas, c'était le début de cette séance, donc ce sera dans la vidéo précédente, là, au niveau de l'enregistrement, si vous écoutez par YouTube, pour la simple raison que nous sommes conscients des connexions changeantes qui se sont produites au cours de ce que nous appelons pour l'instant les incarnations passées, et passées étant bien entre guillemets. Tout ça, c'est vraiment pour essayer de nous faire toucher du doigt ce qu'il veut dire. Donc il va lui-même dire des informations qui peuvent être un peu fausses ou un peu simplistes, et qu'une fois qu'on a compris cette première notion-là, qu'on s'est ouvert déjà au fait d'accepter que nous sommes plus que ce que nous pouvons percevoir, hein, tant qu'on n'accepte pas ça, effectivement, je ne pense pas que nos expériences vont aller vers des démonstrations de ces expériences multiples. Mais le fait de se dire, ok, je ne perçois pas à l'heure actuelle mon entité globale, mais intellectuellement, je me dis, bon, pourquoi pas, j'accepte cette possibilité. Alors oui, du coup, peut-être que dans mes démarches un peu quotidiennes, je vais essayer d'aller rechercher ce que ça peut être justement ces expériences. Quelle forme ça prend dans mon quotidien? Quelle intuition je vais avoir? Quelle relation j'ai avec certaines personnes? Il y a des gens qui disent, j'ai l'impression de te connaître déjà depuis longtemps. Et quand on regarde nos vies, enfin, dans cette vie-là, on ne s'est a priori jamais croisé d'un point de vue géographique. Mais pourtant, on a des affinités comme ça avec certaines personnes. Donc oui, une explication moi que je peux avoir maintenant avec le regard que j'en ai, c'est de me dire qu'on a dû se connaître dans une vie dite passée et qu'on a donc vécu quelque chose et que là on se retrouve sous une autre forme, une autre personnalité, à une autre époque et que oui, il y a un lien qui se crée, une affinité particulière que l'on ressent. Ça c'est vraiment instinctif. Bon, voilà, j'espère que ça alimente en tout cas un petit peu ce fonctionnement. Euh, et qu'on voit comment aussi Seth construit petit à petit, comment il amène en tout cas ses concepts petit à petit. Et là, il explique voilà, les relations. Donc, quand on a la connaissance complète de toutes les relations qu'on a eues dans toutes nos vies, on voit qu'effectivement, comme il dit, nous avons beaucoup plus d'amis et d'associés que vous, hein, puisque nous n'avons que accès à cette vie-là pour le moment. Robert
Robert, excusez-moi, donc le mari de Jane, note qu'il est 22 heures à ce moment-là. Il avait précisé qu'il noterait régulièrement les horaires pour montrer le volume de matériaux qui est fourni par Seth entre deux créneaux horaires dans la durée. La pause précédente, c'était 21h49, donc voilà, 11 minutes avant. Donc là, il y a une page entière qui a été écrite dans ce temps-là, donc dictée et pris en note. Nous avons donc naturellement davantage de connaissances à notre portée. De toutes les périodes, selon vos termes. Donc là, il parle des périodes historiques, on est bien d'accord. Nous, ce que nous percevons du temps. Donc voilà, préhistoire, l'histoire avec l'Antiquité, etc., etc. Toutes les périodes dont nous avons accès jusqu'à aujourd'hui. De toutes les périodes, selon vos termes, que vous puissiez mentionner, il n'en existe aucune d'où l'un de nous ne provienne. Donc, il est simplement en train de dire que entre Seth et toutes les personnes que lui il connaît, ils ont vécu suffisamment d'expérience à eux tous pour que il y ait en permanence, si on voit la frise chronologique de toutes les périodes auxquelles on peut penser, avoir en tête, il y a des recouvrements en permanence, au moins d'une des personnalités de Seth ou de ses associés, qui se sont chevauchés ou juxtaposés. Donc, on donne n'importe quelle date, dit autrement, et bien là, il y a plusieurs entités autour de Seth, soit autour de lui, qui va dire, ah bah oui, moi j'ai eu 1, 2, 3, 4 expériences, peut-être à cette date précise. Et comme ils sont nombreux, il y en a plusieurs. Donc ça va permettre donc, enfin c'est pour donner l'image, j'imagine, de dire que quand deux personnalités se rencontrent et qu'elles ont accès à tout l'ensemble de leur personnalité, il est plutôt facile de trouver au moins une période qui va correspondre entre deux personnalités. Chacune d'entre elles n'ayant pas vécu l'ensemble, bien sûr, de toutes les périodes historiques. On est bien d'accord. Il parle de l'ensemble des entités regroupées. Donc voilà, de toutes les périodes, selon vos termes que vous puissiez mentionner, il n'en existe aucune d'où l'un de nous ne provienne. Et nous portons dans nos souvenirs l'expérience indélébile qui a été acquise dans ce contexte particulier. Le mot indélébile, c'est vraiment pour indiquer qu'il a accès à ces informations comme si c'était en ce moment. Moi, j'ai cette image d'un album photo où on peut donc voilà, très facilement tourner les pages. Et puis, il y a plusieurs pages qui sont consacrées à chacune des personnalités qui ont été vécues par telle ou telle entité. Et donc, effectivement, en tournant les pages à l'infini, on peut remonter comme ça et avoir accès à n'importe quelle expérience. Alors, expérience notable, il me semble qu'il le précise dans un autre livre, ou un peu plus tard dans ce livre-là, en disant que c'est quand même pas tout le quotidien, c'est-à-dire chaque réveil, chaque petit déjeuner, chaque fois qu'ils se sont habillés, chaque fois qu'ils sont sortis, chaque fois qu'ils ont rencontré quelqu'un. Non, c'est pas dans ce détail-là, il me semble, si j'ai bien compris. Mais c'est en tout cas les faits marquants de la vie qui sont toujours présents et qui sont donc également accessibles aux autres personnalités. C'est-à-dire, Seth a accès à l'information des autres collègues autour de lui, de toute leur personnalité, mais les grandes tendances uniquement. Qu'est-ce qu'il a déjà expérimenté de manière générale? Est-ce qu'il y a des fonctionnements communs à travers toutes les personnalités? Seth explique à un moment donné que, par exemple, certaines personnalités vont quasiment tout le temps choisir un sexe précis. Il y en a qui vont préférer être des hommes, tout le temps des hommes. Ben, à un moment donné, ils vont quand même vouloir vivre une vie de femme, mais à ce moment-là, ils vont être une femme beaucoup plus teintée par le côté masculin, parce que c'est leurs habitudes, c'est leur fonctionnement.
mais ils veulent quand même expérimenter quelque chose d'autre. Ou au contraire, peut-être qu'ils vont essayer d'aller à fond dans la féminité en vivant une femme très féminine. Vous voyez, en fonction du challenge et de l'expérience qu'on a envie de vivre, euh, on se laisse teinter plus ou moins par ce qu'on a vécu avant. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a une trace quand même de l'intensité de ce qu'on a vécu des autres vies. Donc, d'avoir vécu, on va dire, 99 vies d'hommes et de vouloir en vivre une avec vraiment le côté féminin très prononcé, c'est plus compliqué. Et il faudrait peut-être au moins en vivre deux ou trois à la suite, entre guillemets, en tout cas au niveau de l'intensité, pour aller de plus en plus loin dans ce côté féminin qui était relativement absent avant. Ou alors, je dis ou alors parce que tout ça c'est des possibilités, puisque la conscience crée tous les possibles, il n'y a pas de règles figées dans le marbre. Chacun essaie des expériences un peu différentes. Une autre idée qui me vient à l'esprit, c'est que avant de basculer, par exemple, dans nos 99 vies d'hommes, avant de basculer dans une vie de femme, peut-être que certaines vies d'hommes vont être plus féminisées. Ouais, moins être dans la testostérone, moins dans le côté masculin pur, strict. On va avoir des personnalités plus équilibrées. Donc des hommes, peut-être, voilà, qui vont être teintés par quelque chose de plus, qu'on va associer en tout cas aux qualités féminines. Le côté d'attention, d'écoute de l'autre, l'écoute des émotions, d'être plus justement dans ces émotions. Euh, bon, voilà, chacun après a un peu ses propres images sur ce qui met derrière le mot féminin. Là, je vous dis un petit peu moi ce qui me passe en tête. De votre côté, ça peut être bien sûr complètement différent. Et c'est normal. Et que donc il y a une sorte de transition comme ça sur les deux, trois dernières vies, donc en termes d'intensité et pas de temps. L'homme va être moins masculin et après il va vivre une vie de femme vraiment pour expérimenter pleinement une féminité. Avec peut-être voilà une grossesse, une vie de mère, pour aller expérimenter quelque chose qu'il n'aura jamais pu vivre avant dans un corps d'homme. Donc on est en tout cas voilà dans cette notion de transmettre des grandes généralités dans nos vies, de retenir en tout cas des grands schémas. Ça c'est sûr qu'on a accès à ça. Et donc voilà, utilise le terme d'expérience indélébile euh, qui va teinter chacune de ces vies, de ces expériences. Donc eux, ils ont accès à tout ça. Il enchaîne paragraphe suivant en disant: nous n'éprouvons pas le besoin de cacher nos émotions ou nos pensées. Il l'avait déjà dit dans une séance précédente et j'avais expliqué un peu plus en détail. Et là, il précise, donc il complète justement l'information précédente, car chacun d'entre nous a désormais compris la nature coopérative de toute conscience et de toute réalité et le rôle que nous y jouons. Seth avait expliqué qu'ils étaient arrivés à un certain état d'évolution, de développement. Il avait dit un petit peu en blaguant que il faudrait que nous on vive beaucoup de morts et beaucoup de renaissances pour arriver au même endroit que là où ils sont pour le moment. Donc c'est pas, disons que dans les mondes invisibles, qui ne sont pas physiques, il y a donc différentes, j'aime pas trop la notion d'étage, mais il y a différentes caractéristiques en tout cas, on va dire, de ces mondes-là. Et que nous, comme nous sommes dans la notion un peu de réincarnation, c'est-à-dire qu'on tourne un petit peu en boucle dans le fait de vivre des expériences à la suite, à des étapes différentes comme on vient d'évoquer, quand on meurt, on n'arrive pas au même endroit que là où est Seth. C'est juste voilà, pour rappeler qu'ils vivent dans un monde particulier où ils ont vécu une expérience un peu plus poussée visiblement, ils ont compris certaines choses. Et là, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est que toutes les personnes qui sont dans le même monde que Seth ont atteint ce même degré d'évolution. Ils ont des prérequis qui sont réglés.
Et donc, dans ces prérequis, là, il dit clairement qu'il faut, alors c'est pas il faut, effectivement, mais que l'évolution nous pousserait, et donc même y compris nous-mêmes, que nous soyons morts ou que nous soyons en train de vivre une vie, c'est pareil. Notre conscience doit comprendre à un moment donné, pour aller vers cette évolution-là, qu'il y a quelque chose de nature coopérative, que nous sommes en train de co-construire toute la réalité, qu'elle soit physique ou non physique. C'est pas une seule grande entité qui construit tout. C'est pas chacun de son côté qui essaie de dire que j'ai raison et d'amener les autres à le suivre. On n'est pas dans un jeu de pouvoir. On est dans une coopération, donc on est dans une co-création globale de ce qui se passe. Seth le présente en tout cas, dans ce que je comprends de cette phrase, comme étant l'évolution, parce que c'est quelque chose qu'ils ont acquis, qu'ils ont compris. Leurs expériences multiples dans ce monde en 3 dimensions et dans d'autres mondes peut-être non physiques, les ont amenés à comprendre que la conscience, dans son fonctionnement global, cherche à aller vers la coopération. C'est moi, c'est en tout cas ce que je retiens de cette phrase. Et donc, chacun a un rôle particulier pour justement maintenir cette coopération, pour maintenir une évolution. Je rappelle que les consciences ont 2 grands objectifs, tels que c'était écrit par Seth. Le fait d'avoir des sensations, donc moi je comprends le fait de vivre des expériences, le développement, je sais plus, oui, comment il dit, développer des sensations, de ressentir, bon, j'ai plus exactement en tête, mais vous voyez, c'est cette notion en tout cas d'expérimenter différentes choses dans la vie, différents événements, différentes relations aux autres, différentes expérimentations par rapport à l'argent, euh, à, à l'état, au fonctionnement, en fonction des périodes, est-ce qu'on est dans des périodes de sécurité ou d'insécurité globale, alimentaire, les guerres, les famines, etc. Euh, le climat, les périodes glaciaires, des périodes où il fait très chaud et sec. Euh, voilà, de vivre toutes ces expériences-là. Et donc ils sont dans cette découverte de ces subtilités, mais qu'ils construisent ensemble, qu'ils vont chercher ensemble quelque part les solutions. Ils cherchent ensemble à avancer dans l'expérience qu'ils ont à faire. Et donc la deuxième partie de ce que les consciences ont comme objectif, c'est cette créativité. Sensation et créativité. Et donc la conscience se développe à partir du moment où elle peut vivre vivre cette créativité, vivre des imaginations, des expérimentations toujours plus variées et diverses. Et Seth nous dit donc voilà qu'ils maintenant ils ont compris le rôle qu'ils y jouent aujourd'hui dans ce qu'il est en train de vivre, et il conclut le paragraphe en disant, et Robert note avec humour, nous sommes extrêmement motivés. Quelque part maintenant qu'ils ont, tout à l'heure j'ai utilisé un petit peu tout en hésitant sur le mot, utiliser le terme de le secret de la vie. Bah là, peut-être que eux, ils ont en tout cas une nouvelle compréhension avec cette prise de recul qu'ils ont sur toutes les expériences vécues. Ils sont donc d'autant plus motivés qu'ils comprennent un peu mieux ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils l'ont vécu, à quoi sert la vie, qu'est-ce que c'est cette expérience, avec la conscience qui est à la base de tout. Donc ils ont cette nouvelle oui, manière de rentrer en relation avec le monde. Et Seth dit qu'il est extrêmement motivé. Il ajoute après, des esprits pourraient-ils ne pas l'être? Être aussi motivé avec cette compréhension globale au niveau du monde. Et Robert va répondre simplement à cette question. J'imagine que non. Voilà. Il confirme qu'effectivement, oui, si on est à ce niveau de connaissance, effectivement, on doit être beaucoup plus motivé en tant qu'esprit d'être dans cette expérimentation et de continuer à créer
mais d'une autre manière, de prendre conscience que maintenant la création est d'autant plus complète, large et euh, intéressante quand on la fait à plusieurs. Une co-création euh, qui se fait voilà, dans ce côté collectif. Paragraphe suivant, 7 indique que comme nous maîtrisons le plein usage de notre énergie, et là il y a ce terme d'énergie quand même qui est intéressant, on s'en sert dans notre vie quotidienne en disant bah, j'ai une bonne énergie aujourd'hui. Au contraire, là je manque d'énergie, là j'ai la flemme. Et là ils sont dans cette même démarche. A priori, ce qu'on vit dans notre vie physique, c'est un apprentissage dont on se servira plus tard sous une autre forme, peut-être, mais malgré tout. Donc cette notion d'énergie, Seth en tout cas il en parle également. Donc ça je trouve ça intéressant de dire que c'est pas lié en tout cas au monde physique tel qu'on l'expérimente aujourd'hui. Il dit que maintenant il maîtrise pleinement et que celle-ci n'est pas dissipée en conflit. Et je vois le lien avec le paragraphe précédent où il disait justement qu'ils ont compris la nature coopérative de leur expérience. Ça veut dire aussi, à mon avis, qu'ils ont compris que les conflits, les guerres, les disputes entre personnes, le fait une sorte de lutte de pouvoir est vain, n'apporte rien, ne correspond pas à la créativité globale de la conscience. J'insiste sur le fait que dans notre vie de tous les jours, quand on vit une dispute ou une guerre, je ne le vous souhaite pas, mais en tout cas qu'il voilà, il y a une tension à un moment donné, ça fait partie de l'expérience de notre vie. Qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal à ce niveau-là. Tout ce que nous expérimentons, nous devons l'expérimenter. C'est comme ça qu'on le vit. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la question qui me semble intéressante à ce moment-là, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Pourquoi est-ce que telle expérience s'installe pour moi? Et c'est là où on est dans euh, ce rapport au monde particulier. Là, on est effectivement peut-être dans cette recherche de dire, mais qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce qu'on expérimente? Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la notion de prendre du recul par rapport à ça, pour être un peu plus stable dans nos émotions. Ça ne veut pas dire ne pas vivre d'émotions, mais de savoir que nous ne sommes pas nos émotions. Nous les vivons, et c'est bien deux choses différentes. Donc ce n'est pas un drame quand on est en colère, ou si on a de la haine pour quelqu'un. Fondamentalement, c'est une expérience qu'on est en train de vivre. Et on la vit pour comprendre qu'on est en train de vivre et qu'on est plus que notre émotion seulement. Voilà, c'est en tout cas moi ce que je comprends en tout cas de ces différentes explications que Seth nous donne. Là, il en parle par le biais de l'énergie. Et il parle justement de garder l'énergie. Comme nous maîtrisons le plein usage de notre énergie, celle-ci n'est pas dissipée en conflit. Donc quelque part, il dit que c'est bien de vivre des conflits dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est une expérience. Mais si à un moment donné vous pouvez éviter les conflits, vous vous rendrez compte que vous gardez de l'énergie. Donc si vous gardez de l'énergie, c'est pour faire autre chose. Et justement, lui il dit, nous ne la dilapidons pas, cette énergie. Elle sert au contraire les intentions individuelles et uniques qui constituent la base de notre expérience psychologique. Donc quelque part, il dit quand même que l'énergie, elle est importante dans ce qu'on est en train de vivre. Et il pose indirectement la question, c'est comme ça que je le comprends, en disant, mais comment vous utilisez votre énergie? Est-ce que c'est pour rentrer en conflit, créer la guerre, promouvoir la haine,
la violence destructrice, ou bien est-ce que c'est au contraire pour essayer de mettre votre énergie pour construire, créer l'amour, créer du lien, créer une bonne entente? Et cette question-là, elle nous est posée tous les jours. Et notre ego, en général, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'ego au quotidien. Notre ego, il réagit des fois un peu trop spontanément, pas forcément dans ce qu'on voudrait quand on prend du recul dessus. Ouais, c'est là aussi où l'expérience de méditation dont je parlais tout à l'heure nous aide à revisiter nos expériences passées et à revoir effectivement est-ce qu'on a vécu une action qui nous semble après coup à froid, correcte, juste. Hein, est-ce que notre réaction nous semble après coup, si on est spectateur complètement de la scène, est-ce qu'elle nous semble objectivement juste dans ce qu'on a fait? Et Seth, il parle de cette notion de gestion d'énergie à cet endroit-là. Vraiment, et pour moi, ça parle des émotions, de nos actions, de ce qu'on en fait. Hein, donc je rappelle, nous ne la dilapidons pas, cette énergie. Elle sert au contraire les intentions individuelles et uniques. Donc chacun est dans sa propre expérience. Mais vous voyez bien que si vous voulez vivre des expériences plutôt joyeuses, mais c'est un choix, eh bien, quand on est au niveau de 7, dans le même monde que lui, eh bien, on choisit ça. Et donc, spontanément, on a plutôt envie de vivre des expériences qu'on va considérer comme positives, entre guillemets. Hein. J'insiste sur les guillemets, parce que c'est une teinte que l'on rajoute, mais c'est quelque chose de subjectif, bien entendu. Donc, elle sert au contraire, cette énergie, les intentions individuelles et uniques de chacun qui vit son expérience, qui constitue la base de notre expérience psychologique. Hein, l'expérience psychologique étant l'expérience de notre vie. C'est pour ça que je reviens sur cette notion de dire comment est-ce que l'on vit l'expérience concrète qu'on est en train de vivre. Hein, comment on la vit, quel est notre état d'être, notre état d'esprit. Et c'est ça qui me semble le plus intéressant, le plus important dans ce qu'on vit au quotidien. Autrement dit, est-ce que je suis heureux avec ce que je vis? Est-ce que ça me va d'être dans telle émotion? Si ça ne me va pas d'être dans telle émotion, comment je peux revisiter ma vie, mes réactions, mes croyances pour vivre ce que je vis différemment? Pour être plus souvent dans une émotion que je vais considérer comme positive. J'ai peut-être plutôt envie d'aller dans la joie que dans la tristesse. Qu'est-ce que je mets en place pour alimenter la joie dans mes relations aux autres, dans mes relations à moi-même, dans toutes mes actions au quotidien? Si je veux éviter la tristesse, quand il m'arrive quelque chose que je considère comme triste, pourquoi je vis cette tristesse? En quoi ça résonne en moi? Est-ce que ça me renvoie à une expérience passée? Est-ce que c'est vraiment juste d'être triste à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est la tristesse? Quelle intensité? Est-ce que c'est vraiment de la tristesse ou est-ce qu'il y a une autre émotion qui est liée? La culpabilité, la peur, l'angoisse, etc., etc. Ce sont toutes ces questions-là qui, pour moi, font partie de l'énergie dont Seth est en train de parler et qui conditionnent notre manière de vivre au quotidien. Et je vous invite donc à réfléchir un petit peu sur cette notion-là. Comment vivez-vous ce que vous vivez? Et est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos expériences? Je pense que Seth, fondamentalement, nous pose cette question-là. Et nous donne des outils pour changer notre relation à notre vie. Hein. C'est vraiment la force, en tout cas, que je ressens dans ce texte qui complète d'autres textes, d'autres éléments que j'ai reçus par ailleurs, que je continue d'essayer de vous partager en faisant des liens entre ces différentes expériences. Voilà, nous arrivons à peu près à la fin de cette séance. Là, ça va faire 1 heure. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une belle expérimentation de votre côté. On se retrouve prochainement pour un prochain guidage.